Allez, C'est parti. allez. Bonjour aux parents aujourd'hui. Bonjour aux enfants. On espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors voilà, on se connecte tout doucement. On voulait vous dire qu'on était très contents. Il y a un petit décalage vidéo. Ouh là là. Alors déjà, on voulait dire bonjour à tout le monde et on voulait s'assurer que vous nous entendiez. Donc si vous nous entendez, c'est le moment de nous faire un petit coucou, un petit bonjour. Parce qu'il y a un petit décalage vidéo parfois. Donc si vous pouvez nous mettre en commentaire le prénom de vos enfants, comme ça on peut leur faire un petit bonjour au fur et à mesure Ok. que ça démarre. C'est vrai que parfois, selon le Wi-Fi, ça marche pas très bien. Donc on voulait s'assurer déjà que ça va bien fonctionner aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, vous nous mettez le nom de votre enfant en commentaire, comme ça on peut leur faire un petit coucou. Bien sûr. Bien sûr. Et aujourd'hui, on a une petite dédicace à faire. À qui? À Charlotte. À Charlotte. C'est qui Charlotte? C'est ma cousine. Charlotte, c'est la cousine d'Henri. J'ai 3 cousines. Ouais, t'en as plusieurs. Et là, elle a presque 2 ans, Charlotte, et elle a suivi l'histoire hier. Et on était très contents de l'avoir avec nous. Donc ça, c'est super. Alors regarde, il y a des gens qui se connectent. On a Alice. Bonjour Alice. Bonjour Alice. Alice, visiblement, elle était déjà avec nous. Alors, on est très content de te retrouver, Alice. On a Timothée. Bonjour Timothée. Et c'est son anniversaire samedi. Il aura 3 ans. Oh, qu'est-ce qu'on lui dit? Bon anniversaire. On lui dira bon anniversaire samedi. Pas aujourd'hui. Mais quel samedi? Ce samedi, là, on est quel jour aujourd'hui? C'est le 2e jour de la semaine. C'est vrai qu'on s'y perd. On est quel jour? Mardi. Mardi. Ah, regarde, il y a Jeanne qui arrive. Alors, on redit pour Jeanne. Dédicace à Charlotte. Dédicace, une super dédicace à Charlotte. Parce que Jeanne, elle vient de se connecter. Jeanne, c'est la maman de Charlotte. Donc, on lui redit bonjour. Charlotte est là. Coucou Charlotte. Bonjour ma puce. On te fait plein de bisous, ma Charlotte. On a Clovis qui est avec nous aussi. Bonjour Clovis. Bonjour Clovis. C'est un très joli prénom, ça, Clovis. Il nous regarde pour la première fois. Enchanté, Clovis. On est ravis de t'avoir avec nous. Alors, je vais le redire plusieurs fois, le temps que tout le monde se connecte. On va vous lire aujourd'hui la suite. Maman, on n'a pas fini ça. Ah bah attends, on va le dire après. Ok. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, on a du temps. On va vous lire la suite de La sorcière de la rue Mouffetard et les autres contes. On a lu déjà plusieurs contes hier et donc on va continuer d'en relire aujourd'hui. Oui, ça c'est rien, c'est mon chat. C'est des petits, c'est les commentaires. Alors, on a qui d'autre? On a Ahmed, Ali et Aline. On dit bonjour? Bonjour. Quoi? Ahmed, Ali, Bonjour Ahmed. Ali Bonjour Ali. et Aline. Bonjour Aline. On a tes cousines qui sont là. Bonjour Camille et Manon. Bonjour les filles, on est ravis de vous avoir. On a Louan et Timae. Bonjour Louan. Bonjour Timae. Bon, on n'entend rien si tu fais ça, Mimi. On a Merwan et Amine. Bonjour Merwan. Bonjour Amine. Amine. Bonjour. On a Félix. Bonjour Félix. Félix. On a Anaé, Mao, Jade, Tess. On a plein de gens qui sont là pour nous regarder. Alors les enfants, aujourd'hui, donc je vais vous lire la suite. On continue à lire les contes de la rue Broca. Donc on va lire 2 histoires aujourd'hui. Ça. Ah ça, tu veux nous montrer maintenant? Alors Henri va vous montrer, il a fait un petit marque-page. On va vous expliquer comment ça fonctionne à la fin peut-être. Tu veux le montrer maintenant? Oui. Bon alors, on le montre maintenant. Rapidement chérie, parce que on pourra l'expliquer à la fin ça. J'ai un livre. Par exemple, je suis allée à cette page. Hop, je prends une page comme ça, et après je la mets comme ça, et après je referme comme ça, et après Voilà. je fais comme ça, et Voilà, donc on a un super marque-page que Henri a fait en origami.
Et on vous expliquera comment le faire si vous voulez le faire avec nous. Alors, s'il y a d'autres parents qui se joignent à nous, vous pouvez nous écrire le nom de votre enfant. On sera ravis de lui faire un petit coucou. Il y en a plein qui se connectent, on les voit. Donc, n'hésitez pas, vous nous mettez le nom de votre petit bout de chou. On sera ravis de leur faire des petits bouts de chou. Bah oui, c'est des bouts de chou. Et on va commencer, on va lire là les contes de la rue Broca. Allez, on y va. Tout le monde a pris son goûter? Oui. Toi aussi? Oui. Impeccable. Alors, on va démarrer avec Histoire de Lustucru. Ce jour-là, dans la salle de classe, la maîtresse posa aux enfants la question suivante. Comment s'appelait le général romain qui a conquis la Gaule? Alors, le petit Bachir leva le doigt pour demander la parole et répondit « Lustucru ». Oh, la maîtresse, paraît-il, ne fut pas satisfaite. Mais Monsieur Pierre, lui, quand il apprit l'histoire, se demanda tout de suite. Mais et si c'était Bachir qui avait raison? La vérité, dit-on, sort de la bouche des petits-enfants. Il n'y a pas de doute, il faut que je me renseigne. Et Monsieur Pierre se renseigna. Il relut tous les bons auteurs, Perrault, Galland, Grimm, Andersen et les autres. Et il se promena, il médita, il s'assit, il se coucha, il dormit, il rêva, et au bout d'une semaine de travail acharné, il était en mesure de raconter l'histoire de Lustucru. Cette histoire, la voici. Il y a très longtemps, à l'époque des Romains, vivait un roi barbare. Quand ce roi eut un fils, une bonne fée lui apparut qui lui dit ces mots. « Ton fils est immortel, il ne mourra jamais. » De plus, il deviendra un grand guerrier plein d'audace et de bravoure, et il fera de grandes choses, mais tout cela à une condition. « Laquelle ?» demanda le roi. « C'est, dit la fée, que tu lui donnes le nom de Lustucru. » Le roi eut une hésitation. Même pour un barbare, le nom de Lustucru est un peu ridicule. Cependant, il se dit que la bravoure et l'immortalité valaient bien qu'on supporte ce petit inconvénient. Et après réflexion, il répondit « Bon, j'accepte. » « Qu'il en soit donc ainsi, dit la fée. Et elle disparut. Le prince Lustucru grandit rapidement et devint en peu de temps un garçon accompli, plein de force et de courage. Quand il eut environ 12 ans, le roi, son père, l'envoya à Rome pour parfaire son éducation. Des petits pouces. Il entra donc dans une école romaine. Comme il était aussi intelligent que brave, il était le premier partout. Ou plutôt, il aurait dû l'être, mais ses maîtres romains ne lui donnaient jamais la première place, parce que pour rien au monde, il n'aurait voulu dire ou écrire « Premier, Lustucru ». Pendant toute la durée de ses études, le pauvre Lustucru fut donc un éternel second. Une fois sorti de l'école, il essaya d'entrer dans l'administration et passa des concours. Mais là encore, la même malédiction le poursuivit. Et bien qu'il fût, et de loin, le meilleur et le plus capable, il n'était jamais reçu, et tous ses concurrents lui passaient, comme on dit, sur la tête. Que faire? Un autre, à sa place, aurait quitté Rome et serait retourné chez ses parents. Mais Lustucru avait conscience de sa valeur, et il se sentait né pour de grandes choses. Il se dit « Je suis meilleur que tous les autres, mais cela ne suffit pas. Pour être reconnu, il me faut accomplir quelque chose d'énorme. Mais quoi? Quoi donc, par exemple? Voyons, tiens, une idée. Je vais conquérir la Gaule. Il faut savoir qu'en ces temps-là, la France s'appelait la Gaule, et que ses habitants s'appelaient les Gaulois. Seulement, la Gaule était un gros morceau, et Lustucru ne pouvait pas la conquérir tout seul. Il lui fallait recruter une armée. Un jour, qu'il se promenait dans les rues de Rome, un mendiant l'arrêta. « Pitié, monsieur, donnez-moi quelque chose. » Lustucru regarda le mendiant. Il était pauvre et sale, mais c'était un bel homme encore jeune, bien bâti, courageux et volontaire. « Dis-moi, tu sais te battre? »« Oh oui, monsieur. »« Tu aimes voyager? »« Oh oui. »« Les aventures ne te font pas peur? »« Oh non. »« En ce cas, dit Lustucru, tu entres à mon service. Tu vas me lever une armée et nous allons conquérir la Gaule. D'accord? »« D'accord, dit le mendiant. »« À la bonne heure. Au fait, comment t'appelles-tu? »« Jules César. »« Eh bien, Jules César, suis-moi, je t'invite à déjeuner. » Et c'est ainsi
que Jules César devint le lieutenant de Lustucru. À eux deux, ils levèrent une armée, l'instruisirent, l'entraînèrent, et puis ils passèrent les Alpes et entrèrent en Gaule. L'histoire de la conquête, vous la connaissez. Comme les tribus gauloises ne cessaient de se quereller entre elles, Lustucru commença par s'allier aux unes pour combattre les autres. Il pénétra de cette façon dans l'intérieur du pays. Ensuite, il aida les Gaulois dans leur lutte contre les Germains, ce qui lui permit de s'infiltrer plus loin encore. Mais petit à petit, les Gaulois commencèrent à s'apercevoir que sous couleur de les aider, Lustucru les colonisait. Ils résolurent alors d'oublier leurs querelles et de s'unir une bonne fois pour toutes pour chasser les Romains. Le jeune roi des Arvernes, un certain Vercingétorix, prit la tête du mouvement. Et ce fut cette fois la guerre ouverte. En bonne logique, les Romains auraient dû être exterminés, car ils n'étaient qu'une petite poignée au milieu d'un pays hostile. Mais les Gaulois, s'ils étaient courageux et actifs, manquaient terriblement de discipline et d'esprit de suite. Finalement, ah bah très bien. Finalement, Vercingétorix, enfermé dans la ville d'Alésia, dut reconnaître sa défaite et se rendit à Lustucru. Celui-ci écrivit toute l'histoire dans un livre dont il confia le manuscrit à Jules César en lui disant « Va porter ce livre aux Romains et emmène aussi Vercingétorix. Tu leur diras que Lustucru leur a conquis la Gaule. » Mais Jules César était jaloux et envieux. Il prit une plume de roseau, de l'encre, parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas avec des stylos, on écrivait avec une plume et de l'encre. Parce que je suis et un grattoir. Et il falsifia le manuscrit. Partout où il y avait Lustucru, il l'effaça et il écrivit César. Partout où il y avait Lustucrum, il écrivit Césarène. Et partout où il y avait Lustucro, il y substitua Césari ou Césarée, suivant le cas. Ça, c'est du latin. Bref, à la place du nom de Lustucru, il mit partout son propre nom, Jules César. Une fois arrivé à Rome, il dit au sénateur romain « Moi, Jules César, je viens de conquérir la Gaule. Voici le livre où je raconte mes exploits. Et maintenant, vous allez me nommer empereur. » « Oh, vraiment, vous croyez ?» dirent les Romains. « Si vous ne voulez pas, répondit Jules César, je lance mon armée contre vous. »« Oh, mais alors ça change tout, dirent les Romains. » Et ils le nommèrent empereur. César entra dans Rome au cours d'un magnifique défilé, et il fit tout aussitôt étrangler Vercingétorix de peur qu'il ne dise la vérité. Ensuite, il envoya 2 hommes à lui en Gaule avec l'ordre de tuer Lustucru. Les 2 hommes se mirent en route. Dès leur arrivée, Lustucru, qui attendait avec impatience des nouvelles de Rome, les fit venir dans sa tente. Les 2 hommes, une fois introduits, tirèrent leur épée et lui en percèrent le cœur. Lustucru, qui était immortel, n'en fut pas moins douloureusement surpris. Il comprit qu'une fois de plus, on lui aurait volé la première place et déçu, écœuré, se réfugia en Germanie. Les Germains l'acceptèrent parmi eux, à cause de sa valeur, mais lui refusèrent la place de chef. Pas plus que les Romains, ils ne voulaient recevoir d'ordre d'un monsieur qui s'appelait Lustucru. Cette fois encore, notre héros fut maintenu à un rang subalterne. Quelques siècles plus tard, les Germains envahirent l'empire de Rome et les Francs occupèrent la Gaule. Vous avez tous entendu parler de Clovis, le roi de France. Eh bien, Lustucru, à cette époque, était un guerrier de Clovis. En 486, après avoir battu la dernière des armées romaines stationnées en Gaule, Clovis s'empara de la ville de Soissons et la mit au pillage. Tous les objets précieux furent rassemblés puis tirés au sort, et Lustucru reçut un magnifique vase qui venait de l'église. Le partage terminé, le roi Clovis vint lui faire une proposition. « Laisse-moi ton vase et je te donnerai quelque chose en échange. » Mais Lustucru, qui en avait assez d'être traité comme un sous-ordre, se mit en colère. Levant sa hache, il fracassa le précieux vase en disant à Clovis « Tu n'auras que ta part, rien de plus. » Clovis s'en alla sans rien dire. Mais comme il était rancunier, il n'oublia pas. Quelques semaines plus tard, retrouvant devant lui le soldat Lustucru, il lui jeta ses armes à terre. Lustucru se baissa pour les ramasser. Clovis alors brandit sa hache et lui fendit la tête en disant « Ainsi as-tu fait du vase de Soissons ?» Puis il s'en fut, croyant l'avoir tué. Lustucru en fut quitte pour une forte migraine, mais il quitta l'armée de Clovis.
À partir de ce jour, on perd sa trace pour quelque temps. Du reste, il nous serait impossible de raconter une si longue vie dans tous ces détails, même si nous avions pour cela tous les documents nécessaires. En l'an 732, les Arabes venus d'Espagne occupaient le midi de la France. Pour arrêter leur progression, le maire du palais, Charles Martel, se porta au-devant d'eux, à la tête d'une armée. Ce fut la bataille de Poitiers. Elle fut sanglante et dura jusqu'au soir. La nuit venue, les deux armées se tirèrent dans leur campement. Et l'on ne savait pas trop qui était le vainqueur. Tout le monde était très fatigué. Les deux camps s'endormirent. Mais Lustucru ne dormait pas. Sans se faire voir, il sortit du cantonnement et attaqua lui tout seul le camp arabe. Il tua en moins d'une heure des centaines d'ennemis. Les pauvres musulmans avaient beau se défendre à coups d'épée, de lance, de hache, de masse d'armes, Lustucru continuait son carnage et ses blessures se fermaient aussitôt. Les Arabes, voyant cela, le prirent pour le diable, levèrent le camp et détalèrent sans attendre le jour. Le lendemain matin, Charles Martel se réveilla et s'aperçut que l'ennemi s'était replié. « Tiens, c'est curieux, dit-il, qui donc les a chassés ?»« C'est moi, dit un soldat, au garde à vous. Toi, et comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Lustucru. » En entendant ce nom, toute l'armée éclata de rire. Et Charles Martel s'écria « C'est ridicule. De quoi aurons-nous l'air si nous disons que Lustucru a battu les Arabes à Poitiers? Qu'il soit bien entendu qu'ils ont été battus par moi. Et celui qui dira le contraire, qu'on lui coupe la tête. » Et c'est ainsi qu'une fois encore, le nom de Lustucru fut rayé de l'histoire. Lustucru fit encore bien des choses. Ce fut lui qui bouta les Anglais hors de France. C'était Lustucru, le grand ferré. C'était Lustucru, Jeanne d'Arc. C'était encore Lustucru, etc., etc. Le pauvre Lustucru avait bien 2000 ans, et malgré toutes ses actions d'éclat, son nom restait inconnu dans l'histoire. Complètement découragé, il s'en alla trouver la grande sorcière de la rue Mouffetard. « Bonjour, madame la sorcière. »« Bonjour, monsieur. Vous avez l'air bien triste. Qu'est-ce qu'il y a donc qui ne va pas ?»« Eh bien, voici, je suis grand, je suis fort, je suis brave et je suis immortel. J'ai fait des tas de grandes choses que tout le monde connaît, mais personne ne sait que c'est moi qui les ai faites. Et personne ne sait mon nom. »« Ben voilà qui est bizarre, dit la sorcière. Et comment vous appelez-vous ? » ?»« Ben, je m'appelle Lustucru. »« Lustucru. Ben, vous m'en direz tant, mon pauvre monsieur. Avec un nom pareil, les histoires ne vous citeront jamais. Vous croyez ? Mais j'en suis sûre. Si vous voulez devenir célèbre, vous n'avez plus qu'une chose à faire. Laquelle ? C'est d'entrer dans une chanson. Ah, ça c'est une bonne idée. Mais comment faire ? Je n'en sais rien, dit la sorcière, et personne n'en sait rien. Pourquoi des gens comme Malbro ou le roi Dagobert sont-ils devenus des héros de chansons plutôt que le grand Condé ou Chilpéric ? C'est un mystère. Vous n'avez qu'à attendre. Après tout, rien ne presse. Vous êtes immortel. Ah, c'est vrai, j'ai lu sucré. Il dit merci à la sorcière et puis il quitta Paris et résigné à une longue médiocrité, il s'installa dans un petit village où il acheta une belle maison au bord de la grande route. Mais elle est longue cette histoire, il reste encore 4 pages. Les mois puis les années passèrent. Chaque matin, Lustucru s'asseyait dans un grand fauteuil devant la fenêtre ouverte et passait la journée à regarder la voisine d'en face, une certaine Madame Michel, qui vivait seule dans une maison au volet vert avec son chat. Tu connais ça ? Madame Michel avec son chat ? Oui. Ah, c'est connu ça. À force de la regarder comme ça tous les jours, il en devint amoureux. Un beau dimanche, après la messe, il acheta un bouquet, mit son bel habit noir, sa cravate et ses gants, et puis traversa la rue et fut sonné chez la voisine. Celle-ci vint lui ouvrir. « Monsieur, vous désirez ? » ?»« Excusez-moi, Madame Michel, je suis votre voisin d'en face. »« Ah, c'est vous, voisin ? Je ne vous reconnaissais plus. Comme vous êtes beau. Entrez donc 5 minutes. Vous prendrez bien un petit quelque chose ? » ?»« Avec plaisir, Madame Michel. Tenez, voici des fleurs pour vous. »« Oh, comme vous êtes gentille, qu'elles sont belles. Asseyez-vous, je vais les mettre à l'eau. Dites-moi, Madame Michel. »« Je vous écoute. »« Eh bien, je suis venue vous demander en mariage. »« Vous voulez m'épouser ? » ?»« Oui, Madame Michel. »« Mais c'est pas possible, je vous connais à peine. » Vous apprendrez à me connaître, Madame Michel. Vous voyez, je suis grand, je suis fort, je suis brave, et qui plus est, je suis immortel. Ah, ma foi, dit-elle, j'avoue que c'est intéressant. Et comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Lustucru. En entendant ce nom, la mère Michel changea de visage et répondit d'un air épouvanté. Ah non, voisin, ce n'est pas possible. Vous êtes bel homme, il n'y a pas à dire. Vous êtes même bien plaisant, mais moi, je suis une femme sérieuse.
Je n'ai pas envie d'être ridicule aux yeux de tout le pays. Demandez-moi n'importe quoi, mais de m'appeler Madame Lustucru, ah ça non. J'aime mieux encore rester toute seule. Une fois de plus, le pauvre Lustucru était victime de son nom. Mais cette fois, il était amoureux et il ne se tient pas pour battu. Ce soir-là, comme il prenait le frais à la porte de sa maison, il aperçut une ombre vague qui se déplaçait sur le bord de la route. Il regarda attentivement et reconnut le chat de sa voisine. Il l'appela. « Minet, Minet !» Regardez, je vous montre. Il y a Madame Lustucru, Madame Michel, Monsieur Lustucru et le chat. C'est ça. Eh ben, bonne question. T'as raison, il n'est pas là le chat. Je croyais qu'il était là, mais non. C'est sur l'autre page. Le chat, qui n'était pas craintif, s'approcha de lui pour se faire caresser. Lustucru le saisit, l'emporta et l'enferma dans une petite cabane tout au fond de son jardin. Après quoi, il alla se coucher, riant sous son nez. Le lendemain, sur le coup de 8 heures, il fut réveillé en sursaut par des cris aigus. C'était la mère Michel à sa fenêtre qui se lamentait. « Hélas, mon petit Minet! Où est mon petit Minet? J'ai perdu mon petit Minet! Personne n'a vu mon petit Minet? Oh, qui me rendra mon petit Minet ?» Lustucru se leva et mit le nez à la fenêtre. « Eh bien, Madame Michel, qu'avez-vous donc ?»« Ah, Monsieur Lustucru, c'est mon petit Minet, j'ai perdu mon petit Minet. »« Mais non, vous ne l'avez pas perdu. »« Mais qu'est-ce que vous dites? Vous savez où il est ?»« Eh oui, je le sais. Mais où il est? »« Chez moi. »« Chez vous? Oh, quel bonheur! Je viens le chercher tout de suite. »« Minute, Madame Michel. Je n'ai pas dit que je vous le rendrais. »« Comment ça, vous ne me le rendrez pas? Mais vous n'avez pas le droit. C'est mon petit Minet à moi. Je ne peux pas vivre sans mon petit Minet. Et moi, Madame Michel, je ne peux pas vivre sans vous. Épousez-moi et je vous rends votre chat. Et si je refuse? Si vous refusez, je le mangerai. » Il mangera son chat. T'imagines? Oh, c'est trop fort. Je vais chercher les gendarmes. Eh bien, c'est cela. Allez donc chercher les gendarmes. Et moi, pendant ce temps, je mets le chat à la casserole. Oh, en entendant ces mots, la mère Michel se mit à pleurer. Oh, Monsieur Lustucru, mais pourquoi donc êtes-vous si méchant? C'est parce que je vous aime, Madame Michel. La mère Michel ouvrit de grands yeux. Vous m'aimez à ce point-là? Eh oui, Madame Michel. Cette fois, la mère Michel fut toute émue. Pauvre homme, pensa-t-elle. Je ne savais pas qu'il existait encore des êtres capables d'aimer à ce point. Après tout, Lustucru n'est pas un si vilain nom. On doit s'y habituer à la longue. Et elle dit tout haut. Si je vous épouse, vous me rendrez mon chat? Je vous le rendrai. Vous ne lui ferez aucun mal? Je ne lui ferai aucun mal. Promis juré? Promis juré. Alors c'est entendu, je vous épouse. Vraiment? Vraiment. Pour toute la vie? Toute la vie. Promis juré? Promis juré. Oh, quelle joie! Merci, Madame Michel. Lustucru s'habilla, descendit et délivra sans plus tarder le chat de sa voisine. 6 mois plus tard avait lieu leur noces, et au moment où les nouveaux mariés sortaient de l'église, les enfants du pays se mirent à chanter. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui le lui a rendu. Allez, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Demanda Lustucru. Mais c'est une nouvelle chanson que l'on chante sur vous, répondirent les enfants. Oh, je la trouve stupide, dit la mère Michel. Et moi, dit Lustucru, je la trouve merveilleuse. Il était enfin dans une chanson. Et depuis ce temps-là, le père Lustucru vit parfaitement heureux dans son petit village avec sa femme et le chat. Les petits-enfants, chaque fois qu'il le rencontre, lui chantent sa chanson pour lui faire plaisir et il leur donne des sous pour acheter des bonbons. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette histoire, Henri? C'est bien. C'est bien, c'est-à-dire? Elle est belle. Elle est belle. Qu'est-ce que tu as compris? Tu nous expliques? Tu sais plus? C'est ok. Bon. Allez, relève-toi, comme ça on va finir. On va lire une autre histoire. Regarde, alors on a qui? On a Jade. Oh, il y a Sarah qui est avec nous aussi. Sarah, tu es beau? Non, c'est pas la même Sarah. Il y a Alia et Nelia qui sont là. Alia. On a Caïs, 2 ans et demi, Zolan. On a plein de gens qui sont là. 3 ans, 2 ans. Là, on a une autre histoire, Henri, qui s'appelle La fée du robinet. Ça, c'est l'histoire d'une petite fée. On la lit? Il y a tout ça comme plage? Non, il n'y a pas tout ça, regarde. Vas-y, je te montre. On a
Attends. Est-ce que c'est la dernière? Non, tu vois, il y a ça comme page. Ça va. Il était une fois une fée, une gentille petite fée qui vivait dans une source pas très loin d'un village. Vous savez, n'est-ce pas, que la Gaule autrefois n'était pas chrétienne et que nos pères les Gaulois adoraient les fées. À cette époque, les gens de ce village adoraient cette fée-là. Ils portaient à la source des fleurs, des gâteaux et des fruits, et même les jours de fête, ils mettaient leurs plus beaux habits pour y venir danser. Et puis un jour, la Gaule devint chrétienne, et monsieur le curé interdit aux gens du pays de porter des offrandes et de venir danser autour de la source. Il prétendait qu'ils y perdraient leurs âmes et que la fée était un diable. Les villageois savaient bien que ce n'était pas vrai. Cependant, ils n'osaient rien dire parce qu'ils avaient peur du curé. Mais les plus vieux d'entre eux continuèrent de venir en cachette pour déposer leurs dons près de la source. Quand le curé s'en aperçut, il se fâcha tout rouge. Il fit dresser en cet endroit une grande croix de pierre. Puis il organisa une procession et prononça au-dessus de l'eau un tas de paroles magiques, en latin, pour chasser la fée. Et les gens crurent vraiment qu'il avait réussi à la faire fuir, car pendant 1500 ans, plus personne n'entendit parler d'elle. Je vous montre la fée, les enfants, sur le robinet. C'est la fée du robinet. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a un petit robinet et il y a une fée. C'est celle-là, la fée. Les vieux qui l'adoraient moururent. Les jeunes l'oublièrent peu à peu et leurs petits-enfants ne surent même pas qu'elle avait existé. Même les curés, ses ennemis, cessèrent de croire en elle. Pourtant, la fée n'était pas partie. Elle était toujours là, dans la source, mais elle se cachait, car la croix l'empêchait de sortir. Du reste, elle avait bien compris que personne ne voulait plus d'elle. « Patience, pensait-elle. Notre temps est passé, mais le temps des chrétiens passera lui aussi. Un jour, cette croix tombera en morceaux et de nouveau, je serai libre. » Un jour, 2 hommes passèrent près de la source. C'étaient des ingénieurs. Ils remarquèrent que l'eau en était abondante et claire et décidèrent de l'utiliser pour le ravitaillement de la ville prochaine. Quelques semaines plus tard, arrivèrent les ouvriers. Ils enlevèrent la croix qui les gênait pour travailler, et puis ils captèrent l'eau de la source et l'amenèrent par tuyau jusqu'à la ville. C'est ainsi que la fée se retrouva un beau jour dans une canalisation qu'elle suivait à l'aveuglette pendant des kilomètres, en se demandant ce qui avait pu arriver. Et à mesure qu'elle avançait, le tuyau se faisait plus étroit, se divisait en plusieurs petits tuyaux secondaires. La fée tournait tantôt à gauche, tantôt à droite, et pour finir, elle aboutit à un gros robinet de cuivre au-dessus d'un évier en pierre. C'était une chance pour elle, car elle aurait pu aussi bien tomber dans une chasse d'eau. Et dans ce cas, au lieu de la fée du robinet, elle serait devenue la fée des cabinets. Mais par bonheur, cela n'arriva pas. Ce robinet et cet évier faisaient partie d'une cuisine. Et cette cuisine était située dans un appartement où habitait une famille d'ouvriers, comprenant le père, la mère et 2 grandes filles. La fée resta longtemps sans se manifester à eux, car les fées ne se montrent pas pendant le jour. Elles ne sortent qu'après minuit. Or, le père travaillait dur, la mère aussi. Les 2 filles fréquentaient l'école, de sorte que tous étaient couchés à 10 heures ou plus tard, et que personne n'ouvrait le robinet de toute la nuit. Une fois cependant, l'aînée des filles, qui était gourmande et mal élevée, se leva sur le coup de 2 heures du matin pour aller voler dans le frigidaire. Elle prit une cuisse de poulet. Elle la rongea. Elle mangea une mandarine. Elle trempa son doigt dans un pot de confiture, le lécha, après quoi elle eut soif. Elle sortit un verre du buffet, alla au robinet et l'ouvrit. Mais voilà qu'au lieu d'eau, s'échappa du robinet une toute petite bonne femme en robe mauve, avec des ailes de libellule, qui tenait à la main une baguette surmontée d'une étoile d'or. La fée, car c'était elle, se posa sur le bord de l'évier et parla d'une voix musicale. « Bonjour Martine !» J'ai oublié de dire que c'était le prénom de la petite fille. « Bonjour madame !» répondit Martine. « Veux-tu être gentille, Martine ?» demanda la bonne fée. « Donne-moi un peu de confiture. » Martine était, comme je l'ai dit, gourmande et mal élevée. Cependant, quand elle vit que la fée était bien habillée, avec des ailes de libellule et une baguette magique, elle se dit « Attention, cette dame est une belle dame, j'ai tout intérêt à être bien avec elle. » Aussi, répondit-elle avec un sourire hypocrite. « Mais certainement, madame, tout de suite, madame. » Elle prit une cuillère propre, elle la plongea dans le pot de confiture et la tendit à la bonne fée. Celle-ci battit des ailes, volta autour de la cuillère,
en y donnant quelques coups de langue, puis elle se reposa sur le buffet et dit « Merci Martine, en récompense de ta gentillesse, je vais te faire un don. À chaque mot que tu diras, il sortira de ta bouche une perle. » C'est possible ça? Non. Et la fée disparut. Bah ça alors, dit Martine. Et comme elle disait ces mots, 3 perles lui tombèrent de la bouche. Le lendemain matin, elle conta l'histoire à ses parents, non sans jeter une quantité de perles. Sa mère porta ses perles au bijoutier qui les trouva fort bonnes, encore qu'un peu petites. Si elle disait des mots plus longs, dit le père, elle grossirait peut-être. Ils demandèrent aux voisins quel est le mot le plus long de la langue française. Une voisine qui avait des lettres leur répondit que c'était le mot « anticonstitutionnellement ». Ils obligèrent Martine à le répéter. Elle obéit, mais les perles n'en furent pas plus grosses. Plus allongées peut-être, et d'une forme un peu plus biscornue. Mais de plus, comme c'était un mot très difficile, Martine le prononçait mal, et les perles en étaient de moins bonne qualité. Tant pis, dirent les parents, de toute façon, notre fortune est faite. À partir d'aujourd'hui, la petite n'ira plus à l'école, elle restera assise à table, et elle parlera toute la journée au-dessus du saladier. Et si elle s'arrête de parler, gare à elle. Martine, qui, entre autres défauts, était bavarde et paresseuse, fut d'abord enchantée de ce programme. Mais au bout de 2 jours, elle en eut assez de parler toute seule et de rester immobile. Au bout de 3 jours, cela devint un tourment, et au bout de 4, un supplice. Et le soir du 5e jour, pendant le dîner, elle entra dans une grande colère et se mit à crier « Zut, zut, zut !» En vérité, elle ne dit pas « zut », mais un mot beaucoup plus vulgaire. Et en même temps, voici que 3 grosses perles énormes roulèrent sur la nappe. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» demandèrent les parents. Ils comprirent tout de suite. « C'est simple, dit le père, j'aurais dû y penser. Chaque fois qu'elle dit un mot ordinaire, elle crache une petite perle, mais quand c'est un gros mot, elle crache une grosse perle. » À partir de ce jour-là, les parents obligèrent Martine à ne plus dire que des gros mots au-dessus du saladier. Au commencement, cela la soulageait. Mais bientôt, les parents la grondèrent chaque fois qu'elle disait autre chose qu'un gros mot. Au bout d'une semaine, cette vie ne lui paraît plus tenable et elle s'enfuit de la maison. Elle marcha tout le jour dans les rues de Paris sans savoir où aller. Vers le soir, affamée et fatiguée, elle s'assit sur un banc. Un jeune homme, la voyant seule, vint s'asseoir auprès d'elle. Il avait les cheveux ondulés, les mains blanches et un air très doux. Il lui parla très gentiment et elle lui raconta son histoire. Il l'écouta avec beaucoup d'intérêt, tout en recueillant dans sa casquette les perles qu'elle jetait en lui faisant ses confidences. Et quand elle eut fini, il la regarda tendrement dans les yeux. « Parlez encore, dit-il. Vous êtes merveilleuse. Si vous saviez comme j'aime à vous entendre. Restons ensemble, voulez-vous ? Vous coucherez dans ma chambre et nous ne nous quitterons plus. Nous serons heureux. » Martine, qui ne savait pas où aller, accepta de bon cœur. Le jeune homme l'emmena chez lui, la fit manger, coucher, et le lendemain matin, au réveil, il lui dit « Maintenant, ma petite, parlons de choses sérieuses. Je n'ai pas l'intention de te nourrir à ne rien faire. Je m'en vais d'ici et je t'enferme à clé. Ce soir, quand je reviendrai, je veux que la grande soupière soit pleine de grosses perles. Et si elle n'est pas pleine, tu auras de mes nouvelles. » Ce jour-là et les jours suivants, Martine fut prisonnière et obligée de remplir la soupière de perles. Le jeune homme, au regard si doux, l'enfermait chaque matin et revenait le soir. Et lorsqu'à son retour la soupière n'était pas pleine, il la battait. Mais laissons pour l'instant Martine à son triste sort et revenons chez ses parents. La jeune sœur de Martine, qui était sage et bonne, avait été profondément impressionnée par toute cette histoire. Et elle n'avait pas la moindre envie de rencontrer la fée du robinet. Cependant, les parents, qui regrettaient amèrement la fuite de leur aîné, lui disaient chaque jour « Tu sais, si tu as soif la nuit, rien ne t'empêche de te lever pour aller boire un verre d'eau dans la cuisine. » Ou encore « À présent, tu es une grande fille, tu pourrais bien faire quelque chose pour tes parents, après tout ce que nous avons fait pour toi. » Mais Marie, elle s'appelait Marie, faisait semblant de ne pas comprendre. Un soir, sa mère eut une idée. Elle servit à dîner une soupe aux pois cassés, des filets de hareng, du petit salé aux lentilles et pour finir du fromage de chèvre, de sorte que la nuit suivante, Marie ne put dormir tellement elle avait soif. Pendant 2 heures, elle resta dans son lit à se répéter « Je n'irai pas dans la cuisine, je n'irai pas dans la cuisine. » Mais pour finir, elle y alla, en espérant que la fée ne sortirait pas. Hélas, à peine le robinet tourné, la fée s'en échappa et vint en voltant se percher sur l'épaule de Marie. « Marie, toi qui es si bonne, donne-moi un peu de confiture. » Marie était très bonne, mais elle n'était pas bête. Et elle répondit
Merci bien, je n'ai pas besoin de vos dons. Vous avez fait le malheur de ma sœur, c'est grandement suffisant. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de fouiller dans le frigidaire pendant que mes parents sont couchés. » La fée, qui depuis 1500 ans avait perdu l'usage du monde, fut piquée de cette réponse et dit d'un air déçu: « Puisque vous êtes si aimable, je vous donne pour don qu'à chaque mot que vous direz, il vous sortira de la bouche un serpent. » Un serpent. Le lendemain, en effet, au premier mot qu'elle voulut dire pour raconter la chose à ses parents, Marie cracha une couleuvre. Elle dut renoncer à parler et leur expliqua par écrit ce qui s'était passé la nuit dernière. Tout affolés, ses parents la menèrent chez un médecin qui habitait 2 étages plus haut dans le même immeuble. Ce médecin était jeune, sympathique, fort bien considéré dans le quartier et promettait de faire une belle carrière. Il écouta le récit des parents, puis il fit à Marie son plus charmant sourire et lui dit: « Allons, ne vous désolez pas, tout cela n'est peut-être pas si grave. Voulez-vous me suivre dans ma salle de bain ?» Ils passèrent tous dans la salle de bain. Une fois là, le médecin dit à Marie: « Penchez-vous bien sur la baignoire, comme ceci, et maintenant dites un mot, n'importe lequel. »« Maman » prononça Marie, et en même temps, une grosse couleuvre glissa de sa bouche dans la baignoire. « Très bien, dit le médecin, et à présent, dites un gros mot pour voir. » Marie rougit très fort. « Allons, lui dit sa mère, un petit gros mot pour le docteur. » Marie timidement murmura un gros mot. En même temps, un jeune serpent boa se répandait dans la baignoire. « Oh, qu'elle est gentille, dit le médecin tout ému. À présent, ma petite Marie, fais encore un petit effort et dis-moi une parole méchante. » Marie comprenait bien qu'il fallait obéir. Mais elle était si bonne qu'une parole méchante, même sans la penser, ça lui coûtait à dire. Elle se força pourtant et prononça d'une voix sourde: « Sale vache !» Tout aussitôt, 2 petites vipères roulées en boule sautèrent de sa bouche et tombèrent avec un bruit mou sur les autres serpents. « C'est bien ce que je pensais, dit le docteur. Pour un gros mot, il sort un gros serpent, et pour un mot méchant, un serpent venimeux. »« Mais que faut-il faire, docteur ?» demandèrent les parents. « Ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est simple, mon cher monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. » Alors, je vous montre, les enfants, ce qui se passe chez le docteur, dans la baignoire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les serpents qui sortent de la bouche de Marie. Vous voulez l'épouser? Si elle l'accepte, oui. Mais pourquoi donc? Demanda la mère. Vous pensez que le mariage la guérirait? J'espère bien que non, répondit le médecin. Voyez-vous, je travaille à l'Institut Pasteur et à la fabrication des sérums anti-venimeux. Dans mon service, nous manquons de serpents. Une demoiselle comme votre fille est pour moi un trésor. Et c'est ainsi que Marie épousa le jeune médecin. Ce dernier fut très bon pour elle et la rendit aussi heureuse qu'elle pouvait l'être avec une telle infirmité. De temps en temps, sur sa demande, elle lui disait des mots atroces pour lui fournir soit une vipère, soit un cobra, soit un serpent corail. Et le reste du temps, elle ne parlait plus, ce qui, heureusement, ne lui pesait pas trop, car elle était simple et modeste. À quelque temps de là, la fée du robinet voulut savoir ce qui était advenu des 2 filles. Elle apparut à leurs parents un samedi soir après minuit, comme ceux-ci rentraient du cinéma et cassaient une petite croûte avant d'aller se coucher. Elle les interrogea et ils lui répondirent. Toute confuse, elle apprit alors que non seulement elle avait récompensé la vilaine fille et puni la gentille, mais que par pur hasard, le mauvais don avait tourné à l'avantage de Marie, tandis que le don des perles était devenu pour la pauvre Martine une terrible malédiction, et qu'elle s'en trouvait punie bien au-delà de ce qu'elle méritait. La pauvre fée, découragée, se dit en elle-même: « J'aurais mieux fait de me tenir tranquille. Je n'ai aucun usage du monde. Je juge tout de travers. » C'est la dernière page après. Il reste 2 pages. Du coup, là, après, ce sera 100. Non. On arrivera à la page 100 du livre, tout à fait. On finit l'histoire quand même? Ok. Il reste 2 pages. Il faut que je trouve un enchanteur plus sage que moi pour qu'il m'épouse et que je lui obéisse. Mais où le chercher? Tout en réfléchissant, elle était sortie dans la rue et elle voltait au-dessus du trottoir, rue Broca. Lorsqu'elle vit une boutique éclairée, c'était l'épicerie buvette de Papa Saïd. Ah, on le connaît lui. Papa Saïd lui-même était en train de poser les chaises sur les tables avant d'aller se coucher. La porte était fermée, mais la fée se faisait toute petite, passa par en dessous. C'est qu'en effet, elle avait vu, traînant sur une planche, un gros cahier et une trousse à crayons que Bachir avait oublié de ranger. Lorsque Papa Saïd se fut retiré, la fée arracha une feuille de cahier. Puis, elle sortit de la trousse les crayons de couleur et elle se mit à dessiner. Bien entendu, Papa Saïd, s'en allant, avait éteint l'électricité.
Mais les fées ont des bons yeux et elles voient même les couleurs en pleine nuit. La fée du robinet dessina donc un enchanteur avec un grand chapeau pointu et une vaste houppelande noire. Le dessin terminé, elle souffla dessus et elle se mit à chanter. Enchanteur noir, couleur du soir, je t'ai dessiné, veux-tu m'épouser? La tête de l'enchanteur fit une grimace. Ah non, je ne veux pas, dit-il, tu es trop grosse. Bon, eh ben tant pis pour toi, répondit la fée. Elle souffla dessus une seconde fois et l'enchanteur ne bougea plus. Elle arracha une autre feuille du cahier de Bachir et dessina un deuxième enchanteur et elle souffla dessus et demanda « Enchanteur brun, couleur de rien, je t'ai dessiné, veux-tu m'épouser ?» Mais l'enchanteur brun détourna la tête. « Ah non, je ne veux pas, tu es trop maigre. » Bon, eh bien, tant pis pour toi. La fée souffla sur lui une seconde fois et il ne fut plus rien de plus qu'un dessin immobile. Puis elle chercha dans les crayons de couleur et s'aperçut qu'il n'en restait plus qu'un, le bleu. Tous les autres étaient perdus. « Oh, il ne faut pas que je le rate. » Donc là, elle dessine un enchanteur bleu. Enchanteur bleu, couleur des cieux, je t'ai dessiné, veux-tu m'épouser? D'accord, dit l'enchanteur. Oh, alors la fée souffla 3 fois. À la 3e fois, l'enchanteur dessiné s'épaissit, puis il se détacha de la feuille de papier, il se redressa, prit la fée par la main, et tous les deux passèrent par-dessus la porte et s'envolèrent dans la rue. Avant tout, dit l'enchanteur bleu, je vais ôter leurs dons à Martine ainsi qu'à Marie. Vraiment, tu crois? Mais c'est la première chose à faire. Et là-dessus, il récita une formule magique. Le lendemain, Martine avait cessé de cracher des perles. Le jeune homme à l'air doux, voyant cela, commença par la battre. Puis, quand il vit que cela ne servait à rien, il la chassa. Martine revint chez ses parents. Mais l'aventure lui avait servi de leçon et elle fut désormais bonne et douce. Le même jour, Marie cessa de cracher des serpents. C'était dommage pour l'Institut Pasteur, mais son époux ne le regretta point, car il eut le plaisir de parler avec elle et il put constater qu'elle était aussi intelligente que sage. Le lendemain de cette nuit mémorable, Madame Saïd, la maman de Bachir, en ouvrant la boutique, trouva sur une planche les crayons que son fils avait laissés en désordre, un grand cahier ouvert, avec 3 feuilles arrachées. Très mécontente, elle appela son fils et lui dit sévèrement « Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Tu n'as pas honte? Tu crois que c'est pour ça qu'on t'achète des cahiers ?» Bachir eut beau répondre que ce n'était pas lui, personne ne voulut le croire. C'était la fée. C'est pour ça que parfois, des fois, dans les cahiers, il y a des feuilles qui sont arrachées, Henri? Parce qu'il y a une fée? Non. C'est pas ça? C'est moi. C'est toi? Ah, là, c'est toi. Ça, c'est c'est bien mon chat. Bon, eh ben, écoutez, les chéris, les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Là, les histoires étaient un petit peu longues, j'avoue. On va essayer de trouver d'autres histoires pour demain. Peut-être un peu moins longues, qui vous plairont autant, j'espère. On va vous demander aussi, je vais vous faire un petit sondage pour savoir quels sont les âges de vos petits-enfants chéris. Comme ça, on va pouvoir adapter les histoires à des enfants peut-être un peu plus petits. Oui. Oui. Henri, il adorait tous les choupis, tous les petits loups. Mais non, j'aime plus. T'aimes plus? Bah non, c'est normal, t'es grand. Mais on pourra peut-être en lire quelques-uns quand même pour les plus petits. Oh. Hein? Et puis, en tout cas, on espère que vous avez passé une bonne journée. On vous souhaite une bonne fin de soirée, enfin, un bon début de soirée plutôt. On vous dit à demain. Et puis, on va aussi lancer… Où est-ce qu'il est ton petit marque-page? Ton petit marque-page, Mimidou? Marque-page? Bah oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Et si vous voulez, on va essayer de faire aussi quelque chose demain matin. Viens là, mon chat. Demain matin, on va essayer de faire une petite activité. Pour ceux qui veulent, on va lancer ça les matins, pas forcément tous les jours, mais on va voir. Ceux qui ont envie de participer pour faire des petites activités avec nous. Donc demain matin, on va regarder une vidéo pour savoir comment faire un marque-page comme ça. Et ceux qui auront envie de le créer avec nous, bah, ils seront les bienvenus. On vous enverra un petit lien. Je vais vous mettre un lien sur le groupe. Comme ça, ceux qui ont envie de faire une activité, les parents, ça vous laisse encore une petite demi-heure tranquille. Et les enfants, bah, vous pourrez essayer de faire des dessins, des jeux. On fera des choses ensemble. Donc voilà. On espère que vous avez passé une bonne journée. Et on vous dit à demain. À demain. À demain les lapins. À demain. Et mes petits mimichous. À demain les petits mimichous. 3, 2, 1, on raccroche. Bah, tu raccroches, alors vas-y. Hop, t'es prêt? 3, 2, 1. C'est parti. À demain. À demain.